Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de ce live sur le sujet de la semaine. Prenez le temps de vous déposer, de vous asseoir confortablement, de vous prendre une petite boisson. Et de vous mettre en disposition pour bénéficier pleinement de ce live. Un live qui est très intéressant en lien avec la question que j'ai reçue la semaine dernière. Bon, c'est toujours des questions intéressantes, bien entendu. Et ça concerne la voiture. Donc, la maman me questionne, elle me dit, dès que j'amène mon enfant de 7 ans en voiture, il a le goût de vomir et donc il fait toujours des crises pour ne pas aller en voiture. Que dois-je faire et pourquoi il réagit comme ça? Bon, on a commencé à aborder la question hier. Bon, vous commencez à me connaître. Je décortique les situations en 4 temps pour bien aller en profondeur au niveau de tout ce qui est en jeu dans les questions. Parce que le neurodéveloppement, c'est complexe. Il faut analyser plusieurs éléments. Ici, et comme dans toutes les situations, il y a toujours l'âge de l'enfant qui compte. L'élément déclencheur, notamment en lien avec les crises ou en lien avec l'agitation ou l'état de panique. Est-ce que c'est récurrent dans le temps ou c'est vraiment ponctuel? Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut analyser. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, en temps 2, on établit la cause réelle et je vous explique la théorie neurologique et neurodéveloppementale derrière. Donc, on a commencé à en parler hier. Pourquoi, à la base, un enfant vomit ou a des nausées en voiture? Premièrement, il y a plusieurs éléments en cause. Votre enfant est assis en arrière. Il y a le banc en face de lui. Donc, visuellement, ce qui est dans le sens du mouvement, c'est fixe. Pourtant, son oreille interne, au niveau du sens vestibulaire, on en parlait hier, les récepteurs sont situés au niveau de l'oreille interne. Il y a le nerf crânien vestibulo-cochléaire qui va venir analyser que l'enfant est en mouvement vers l'avant. On le sait quand on va vers l'avant, quand on va vers l'arrière, quand on va sur le côté ou sur l'autre côté, même en fermant les yeux. Donc l'enfant sait très bien qu'il s'en va vers l'avant, son système nerveux l'analyse, son nerf crânien reçoit les informations, mais pour autant, salut mes chères sœurs, mais pour autant, les yeux demeurent fixes par rapport au siège qui est en avant. Et quand on se tourne la tête sur le côté, donc du côté de la fenêtre, ben il y a les véhicules qui passent, il y a les arbres qui défilent. Donc, ce qui arrive à ce niveau-là, c'est que le système nerveux ne comprend pas le décalage entre ce qu'il ressent au niveau du mouvement vers l'avant, ce qui constate au niveau de ses yeux dans le sens du mouvement qui est pourtant fixe, donc le siège en avant totalement fixe, et quand il tourne sa tête, pour autant, tout bouge et tout défile. Alors que lui sait très bien qu'il est assis, donc il ne bouge pas. Donc c'est ça qui arrive, c'est que le système nerveux, avec l'analyse au niveau de l'oreille interne, au niveau du nerf crânien vestibulo-cochléaire, au niveau du nerf phrénique qui est au niveau du diaphragme, puis au niveau de l'analyse chimique, neurobiochimique qui se crée au niveau de l'estomac et tout, il y a comme un décalage et pouf, ça déclenche les muscles abdominaux qui va faire une poussée vers le haut et là, il va avoir
nausées et vomissements. OK? Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le système nerveux de votre enfant? Comme je mentionnais hier, est-ce qu'un enfant va faker, donc va faire semblant d'avoir des nausées pour vous nuire, pour vous empêcher de vous rendre à l'endroit où vous voulez vous rendre en voiture? Est-ce que l'enfant va inventer un symptôme? Mais pas du tout. Pas du tout. Ça serait quoi son avantage d'inventer ça? Il n'y en a pas. L'enfant, quand il ressent un symptôme, comme je mentionnais hier, quand il vous dit « j'ai mal au ventre » avant d'aller à l'école, c'est possiblement qu'à l'école, il y a des exigences qui sont trop élevées ou très élevées par rapport à lui, qui sent qu'il n'est pas en mesure de répondre, et donc il vit un stress et ça se manifeste dans son ventre. Est-ce que l'enfant a inventé le symptôme pour ne pas se rendre à l'école, pour vous manipuler, pour vous retarder dans votre routine du matin pour aller le reconduire à l'école? Non. L'enfant vous dit, avant une présentation orale, comme je mentionnais hier, qu'il a mal à la tête. Est-ce qu'il invente ce symptôme-là? Non plus. Le mal de tête, c'est lié justement au fait qu'on a beaucoup de pensées liées au stress, liées à l'anxiété et anticipatoires de la présentation orale qui s'en vient. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on pourrait me dire « Ah oui, mais Patricia, à chaque fois que l'enfant a mal à la tête, je ne vais pas le porter à l'école, donc il a appris. » Oui et non. Dans le sens que, effectivement, si à chaque fois qu'un enfant pleure, on lui donne un biscuit pour qu'il arrête de pleurer, l'enfant, comme l'entraînement de Pavlov avec le chien, finit par apprendre, par cause à effet. Comme le chien, on sonne la clochette, ça veut dire « tu viens à moi », par exemple. Mais l'enfant apprend. C'est cognitivo-comportemental, oui. Mais pour autant, est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que l'enfant vous manipule ou il est plutôt en train de vous dire « l'école, ça me stresse. Et ça me stresse tellement que ça me crée des symptômes. » Et que si jamais il utilise le symptôme pour se maintenir à la maison avec vous, c'est pas ça qu'il faut adresser tant que l'anxiété et le stress qui est derrière. C'est pas de vous dire « Oh, mon enfant me manipule pour pas aller à l'école. » Ça va pas régler le bobo. Le bobo, c'est pas ça. Le bobo, c'est qu'à la base, à la source, il a mal au ventre ou il a mal à la tête. Donc, c'est ça qui le freine à aller à l'école. Et donc, pour ici, c'est la même chose. Quand bien même que la maman me dit « Ah, mais je crois pas tout le temps qu'il a mal au cœur et qu'il va tout le temps vomir. » Ben, peut-être pas, mais à la source, ce qui est arrivé, c'était ça. Et donc, le souci, c'est pas de chercher à voir si il fait des caprices et tout. Non, c'est de régler la problématique à la source. Et c'est ça le but de mes lives cette semaine, à toutes les semaines, mais notamment quand on va voir la posture parentale à adopter, l'idéal bien entendu, mais je vais vous nommer aussi celles qui ne sont pas idéales, parce que comme ça, vous allez savoir quel impact ça a, certaines de vos réactions sur votre enfant. Salut mon cher Thierry! Donc, très, très, très important de toujours rester à l'affût de ça. Ma posture, il y en a une idéale, mais il y en a peut-être que je mets en œuvre qui n'est pas idéale. Et qui n'aide pas mon enfant à régler la situation. Puis, on va aller voir jeudi notamment les solutions. Parce que comme je vous dis, si votre enfant vous dit
en appréhendant qu'il s'en va en voiture. « Oh non, j'ai mal au cœur, j'ai le goût de vomir alors qu'il n'est même pas en voiture. » OK, peut-être, il vous mentionne ça pour éviter dans la voiture, mais c'est pas non plus un caprice ou une manipulation. C'est parce que à la base, il y a un inconfort suffisamment grand pour que votre enfant évite les déplacements en voiture, alors que ça ne devrait pas créer autant d'inconfort. OK? Donc, on a mentionné au niveau neuro que c'est un décalage entre ce que le visuel cerne, ce que le vestibulaire au niveau de l'oreille interne cerne. Et là, il y a un décalage complet. Les nerfs réagissent, il y a un déclenchement au niveau des muscles abdominaux pour aller faire une nausée ou un vomissement. Okay? Donc, vraiment, le système nerveux, au niveau sensoriel, ne comprend plus rien. Parce que le visuel est fixe quand il regarde le bas en avant, mais pour autant, quand il tourne la tête, tout bouge. Hein? Les voitures, les arbres qui défilent, les panneaux de signalisation, etc. Et pour autant, lui ne bouge pas, mais cerne qu'il avance. C'est très complexe. C'est pourquoi on a moins mal au cœur, nous, en tant qu'adultes, ou quand on est enfant, en haut de 12 ans, puis qu'on peut s'asseoir en avant, parce qu'on voit en avant qu'on avance réellement. Même si on ne bouge pas, au moins, l'information visuelle en face de nous, c'est pas un banc qui est fixe comme ça, c'est on voit les autres voitures qui avancent en même temps que nous. Il y a un visuel qui accompagne. Puis on a une plus grande vision périphérique de tout ce qui se passe d'un point de vue visuel, donc c'est moins en décalage avec ce que cerne l'oreille interne. Et donc, la maman me dit, il fait toujours des crises pour ne pas aller en voiture. Bien évidemment. Parce que je vous mets un exemple. Vous, à chaque fois que, je sais pas moi, on invente. Vous allez vous faire vacciner, vous faire une prise de sang, puis vous faites tout le temps une chute de pression, un choc vagal, où vous tombez sur la connaissance. Est-ce que, quand on est petit, est-ce qu'on va dire vraiment, on va expliquer à notre parent, non, je ne préfère pas t'accompagner pour aller faire la prise de sang ou le vaccin parce que à chaque fois, je sens que je tombe dans les pommes et j'aime pas ce sentiment-là de perdre le contrôle de mon corps et de perdre la carte. Non, un enfant de 7 ans ou de 6 ans ou de 4 ans, et encore plus les 4 ans et moins, comme j'expliquais hier, parce que c'est le primitif qui agit, c'est le système de survie, il va essayer de combattre ça. Il y a toujours 3 moyens. Hein, le système nerveux sympathique, en survie, soit il combat, soit il fuit, soit il fige. Ici, si l'enfant fait une crise, c'est une forme de combat. Juste l'appréhension de se dire, je vais être en voiture, je vais avoir un haut le cœur qui va monter, qui va monter, qui va monter, je vais avoir un vomi qui va sortir acide, qui est dégueulasse dans mon œsophage, puis après, au niveau du goût dans ma bouche, c'est pas agréable. Juste cette appréhension-là le fait basculer en état de surcharge, votre enfant, au point, après, de basculer en désorganisation. Hein, c'est au-delà de l'hypervigilance, il tombe en désorganisation. Donc, ça veut dire que c'est vraiment, vraiment désagréable. Et est-ce qu'ici, il faut punir la crise ou plus aborder des solutions pour plus qu'il y ait mal au cœur? Qu'est-ce qui est le plus constructif? Bien évidemment que c'est d'aborder le pourquoi du comment et d'aborder tout ce qui est en lien avec l'évitement de la montée au niveau des nausées, puis au niveau du vomissement en lui-même. Et c'est ça qu'on va regarder de manière précise jeudi dans les solutions concrètes. Parce que le système nerveux autonome, il va réagir comme si c'est bien malgré nous. Vous le savez bien, c'est bien malgré nous. Je vous donne un exemple. C'est arrivé avec un de mes très très bons amis, très très bon ami. On est allé prendre un bateau pour aller sur une île. C'était l'île Dieu.
Et là, il y a eu des vagues, mais incroyables. Quand bien même que je voulais de toutes mes forces ne pas avoir mal au cœur et ne pas vomir, notre système nerveux réagit comme ça pour rétablir et assurer notre survie. Il fait augmenter notre température corporelle, fait évacuer la nourriture pour essayer de normaliser, nous aviser qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et donc, de se mettre dans une posture qui va assurer que notre système nerveux fonctionne de la meilleure manière qui soit. Ah ah! Thierry! Je sais très bien que tu sais de quoi je parle. Parce que l'humain, c'est comme ça, hein? Puis c'est comme aussi pour les animaux. On a tous un environnement qui est optimal pour notre fonctionnement. Est-ce que l'humain est fait pour aller sur l'eau dans des vagues comme ça ou d'être tout le temps dans un mouvement? Non, parce qu'on a la preuve, notre système nerveux nous dit « t'es en décalage, ce n'est pas normal, rectifie au plus vite, puis je vais t'envoyer des gros symptômes là, assez flagrants là, pour te démontrer à quel point tu dois rectifier la situation. » C'est un message d'alerte de notre système nerveux quand il nous envoie des symptômes comme ça. Donc, est-ce que votre enfant fait semblant, vous manipule, vous provoque, fait des caprices? Non. Et quand il fait une crise, ce n'est pas non plus pour vous faire suer, ce n'est pas pour vous déranger, c'est pour vous exprimer la souffrance d'une certaine manière qui vit en lien avec l'événement. Donc c'est pour ça que pour vous, ça va être beaucoup plus constructif d'aborder la situation à la source que de vous battre contre des comportements de votre enfant et de l'amener de force dans la voiture. À chaque fois, vous allez passer un mauvais moment et on va aller plus loin là-dessus demain, mais c'est que vous allez associer la voiture avec le sentiment de peur, avec le sentiment de manque de sécurité interne, avec le sentiment de colère. Est-ce que vous avez envie de rendre traumatique tout ce qui est en lien avec les déplacements en voiture? Je pense pas. Donc, comme vous êtes l'adulte et vous observez la situation, c'est donc à vous de poser les bonnes actions. Et les crises, vous allez voir mes chers parents, elles vont partir d'elles-mêmes. Toutes seules. Ici, le souci, ce n'est pas d'aborder les crises, le souci, c'est d'aborder le malaise sensoriel. Et comme je mentionnais la semaine dernière, c'est important de bien comprendre comment notre système nerveux fonctionne. Parce que autrement, on perd notre énergie en tant que parent à se débattre comme un diable dans l'eau bénite, hein, qu'on dit au Québec, pour que notre enfant réponde à nos attentes, réponde à nos exigences, fasse ce qu'on veut qu'il fasse, alors que l'enfant, à travers ses émotions, à travers ses comportements, à travers ses symptômes, il vous dit exactement ce qui va pas et ce qu'il a de besoin. Ce n'est pas sorcier. Il faut seulement apprendre à observer et à lire et aller chercher les bonnes informations à la source, ce que vous faites en ce moment. Tant aussi longtemps, puis je le répète toujours, mais tant aussi longtemps qu'on reste dans l'ignorance et qu'on ne comprend pas les trucs à la source, comment voulez-vous mettre en place des bonnes actions pour vos enfants?
Des actions qui vont être efficaces, efficientes, rapides et qui vont faire une différence dans ce que vous vivez au quotidien. Et imaginez à quel point votre quotidien va être beaucoup plus doux, beaucoup plus fluide, beaucoup plus calme, beaucoup plus zen. Hein, c'est pas que pour lui que vous faites ça, c'est pour vous. Vous savez, moi, j'accompagne des mamans dans mon groupe, mon programme d'accompagnement Artemis, et là, il y a un papa. Et c'est justement ça. Une des mamans me disait, c'était rendu plus difficile de rester dans nos réactions parentales, nos postures parentales d'avant, que de venir vers toi et de changer. Ça veut dire que de rester dans justement l'incompréhension par rapport à nos enfants, de rester dans les inquiétudes par rapport à nos enfants, de rester dans on réagit comme on a toujours réagi. Hein, peut-être qu'on réagit en criant, en étant peut-être agressif d'une certaine manière dans notre manière de faire. Mais à un moment donné, ça devient très très lourd, pas juste pour vous, pour tout le monde. Pour votre partenaire de vie, pour la fratrie, etc. Et donc, c'est hyper important de vous questionner, de vous positionner et de se dire, je pense que ça devient plus difficile de rester là-dedans que d'oser le changement. Et c'est là ma job, c'est là mon travail, de vous démontrer qu'il y a autre chose. Et notamment dans cette situation-là, comme les situations des 6 dernières semaines, vous avez vu, on a décortiqué le tout. Ici, on a un enfant avec un malaise sensoriel, vestibulaire, en lien avec le vestibulaire, en lien avec le visuel, en lien avec la proprioception, sa conscience corporelle et sa conscience spatiale, c'est très bien qu'elle ne bouge pas. D'un point de vue musculaire, d'un point de vue articulaire, d'un point de vue tactile, parce que l'enfant, son dos est à côté sur le siège, ses fesses sont à côté sur le siège. Son dos est à côté sur le dossier, ses fesses sont à côté sur le siège. Donc, vous voyez, fait que le visuel, le vestibulaire au niveau de l'oreille interne, la proprioception, le tactile est impliqué. Puis je vous disais hier, le sens auditif aussi, parce que le nerf crânien vestibulo-cochléaire, vestibulo, c'est pour le vestibulaire, c'est pour le mouvement, mais cochlée, c'est pour tout ce qui est en lien avec l'audition. Hein? On entend le mouvement en voiture aussi. On entend les voitures nous dépasser. On entend l'approche et on entend le dépassement. C'est l'audition, ça aussi. Donc, vous voyez, le malaise ici, dans le vomissement, c'est pas un sens. C'est un sens principal qui est touché, le vestibulaire, avec tout de suite après le visuel, mais il y a quand même les autres. En fond, les seuls sens qui sont pas vraiment touchés, c'est l'olfactif ici, puis le gustatif, quoique si vomit l'enfant, il goûte, mais c'est pas ceux-là qui sont en jeu. C'est les 5 autres. Et c'est important, parce que vous allez voir dans les solutions jeudi, on va mettre en place des solutions en lien avec ces 5 sens-là. Puis je vous le rapporte, et je reviens toujours là-dessus. Ma formation Les Sens en Folie, qui est sur ma plateforme www.patricia-ergothérapeute.com, l'objectif dans cette formation-là, c'est de vous décrire ces 7 sens-là et de vous démontrer l'implication de chacun des sens, que ce soit quand on est en hypersensibilité ou en hypo, donc quand on sent trop ou on sent pas assez, et de vous donner des outils, des stratégies, et peut-être aussi, comme je vous dis la semaine dernière, des outils sensoriels pour vous aider à pallier, à combler des manques sensoriels ou à amoindrir des inconforts sensoriels. Et ça, c'est hyper important. Et je reviens beaucoup à cette formation-là, notamment parce que vous voyez que dans toutes
les questions qu'on m'a envoyées dans les 6 dernières semaines, base neurodéveloppementale sensorielle, base neurodéveloppementale sensorielle, base neurodéveloppementale sensorielle. C'est la base. On a notre système nerveux central, on a la construction de nos différents sens, nos 7 sens. Après, là-dessus s'appuie le développement de notre motricité. Et là-dessus s'appuie le développement de notre langage, de notre attention. Et là-dessus s'appuie le développement de notre autonomie, nos comportements et notre capacité d'apprentissage. On revient à ça. Mais la base qui nous unit tous et toutes sur cette planète, c'est certainement le fait qu'on est né en construisant nos différents sens et que moindrement comme cet enfant-là qui présente une plus grande sensibilité vestibulaire, ben oui, lui peut avoir mal au cœur en voiture, alors que la personne à côté, pas du tout. Elle peut lire en voiture, elle peut jouer à des jeux de société, elle peut parler, elle peut bouger la tête dans tous les sens, et niet, nada, il n'y a rien qui se passe. Moi, personnellement, j'étais une enfant que dans des longs trajets que je voyais effectivement rien, que j'étais assise en arrière, moindrement que je lisais quelque chose, mal de cœur assuré, puis je vomissais. Moi, c'était vrai jusqu'à mes 7 ans. Et après, ça évolue. Mais pourquoi? Je vous l'ai dit, le sens vestibulaire, c'est le premier sens qui devient mature in utero et qui se forge dans le premier mois de la grossesse. Et il parvient à maturité à 21 ans. Donc, bien évidemment que tous les enfants ont quand même, de façon générale, plus mal au cœur en voiture, 8 ans et moins, parce que c'est comme le pic de formation de leurs différents sens, mais au niveau des aires primaires, secondaires, associatives, tertiaires et tout, mais c'est surtout que c'est là qu'ils sont en train de construire, hein, puis qu'ils sont en train de s'ajuster. Au-dessus de 7, 8 ans, 9 ans, ben là, on commence à se tranquilliser, à être moins sensible, à être moins inconfortable face aux différents sens. Pourquoi? Parce qu'on a notre cortex aussi, et ça on en a parlé hier, on a notre cortex qui nous informe, non, calme-toi, c'est pas grave, c'est juste une voiture, c'est pas un danger. Hein? C'est comme, calme-toi, c'est pas un ours qui t'attaque, c'est juste un séchoir à main dans une toilette publique. Mais un enfant qui est jeune, surtout en bas de 4 ans, je vous l'ai dit hier, n'a pas le discernement pour évaluer que ce n'est pas dangereux et que ça n'atteint pas sa survie. Et même au-delà de ça, c'est pas juste une question frontale. Vous le voyez, hein, j'ai pris un ferry, puis j'ai eu la nausée, puis j'ai eu mal au cœur. Ça veut dire que même plus âgé, quand même qu'on se dit « Ah, c'est pas source de danger », notre système réagit tout de même pour nous assurer notre survie et nous aviser qu'il y a quelque chose qui cloche là et qu'il faut rétablir ça. Mais quand on est tout petit, c'est plus vif. C'est plus vif. Parce qu'ils sont en train de se construire, vos enfants. Et c'est là qu'il faut avoir beaucoup de compassion de votre part. Parce que votre enfant ne peut pas avoir les mêmes réactions qu'un adulte. Impossible. Il est en train de se construire. Donc voilà. Voilà mes chers pour aujourd'hui. Donc on se revoit demain pour la posture parentale. Posture parentale idéale et celle aussi, comme je vous disais, qu'il faut éviter pour pas rendre l'événement traumatique aux yeux de l'enfant et pour vous faciliter toute la suite avec votre enfant. C'est pas juste de faciliter ici en temps X, mais pour que après ça soit constructif comme information que vous apportez dans votre qualité de présence.
Donc voilà, voilà. Des bisous à tous et je vous dis à demain. Ciao!